Je m'appelle Damien. J'ai 29 ans. Quelques jours seulement avant Noël, après avoir enchaîné 11 gardes de nuit éreintantes de 12 heures dans un service de soins palliatifs local, je suis rentré chez moi pour trouver une maison complètement vide. Mes parents et mon frère aîné, l'enfant chéri de la famille, avaient secrètement bouclé leurs valises et s'étaient envolés pour des vacances de luxe en Europe. Ils n'avaient absolument rien laissé derrière eux, si ce n'est un post-it jaune déchiré sur le comptoir de la cuisine m'ordonnant de renoncer à mes vacances, de rester sur place et de m'occuper de mon grand-père de 81 ans. Alors que je m'effondrais pratiquement d'épuisement physique et mental, ma mère a carrément eu l'audace de publier une photo de trois en train de boire du champagne cher à Paris avec la légende « La famille, c'est tout. » Béni. Mais il y avait une chose majeure qu'ils ignoraient. Mon grand-père n'était pas un vieil homme fragile et dépendant assis tranquillement sur un fauteuil à bascule en attendant la fin. Il était discrètement assis sur une immense fortune immobilière cachée. Et pendant qu'ils s'affairaient à maximiser leur carte de crédit à l'autre bout du monde, il venait d'appeler son avocat. Et en ce moment même, ces mêmes membres de la famille qui m'ont abandonné pleurent, font des caprices et me supplient pratiquement de leur donner un seul centime de leur héritage. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai inversé la tendance et légalement détruit les personnes qui m'ont traité comme un domestique toute ma vie, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en un karma absolu et indéniable. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Maintenant, revenons au moment exact où j'ai franchi cette porte d'entrée et où tout a changé pour toujours. C'était le 18 décembre. Le soleil s'était déjà couché lorsque j'ai garé ma Honda Civic cabossée dans l'allée. L'hiver dans le Connecticut ne plaisante pas et la température oscillait autour des 20 degrés Fahrenheit, environ -5 degrés Celsius, avec un vent glacial qui traversait ma fine blouse d'infirmier et mon lourd manteau d'hiver. J'étais fatigué jusqu'à la moelle, de cette fatigue qui s'installe profondément dans les os. En tant qu'infirmier en soins palliatifs, mon travail consiste à m'asseoir avec les gens alors qu'ils rendent leur dernier soupir. J'administre de la morphine. Je tiens des mains qui se refroidissent. Je réconforte les familles en pleurs. Et je documente chaque battement de cœur qui s'éteint. J'avais travaillé 132 heures en 11 jours, acceptant chaque garde de nuit affreuse que ma responsable des soins, Martine, pouvait m'imposer, spécifiquement pour pouvoir avoir la semaine de Noël complètement libre. J'ai garé ma voiture et j'ai regardé la maison. C'était une grande demeure de style colonial dans un quartier très chic et très strict régi par une association de propriétaires. Le genre de quartier où les gens se soucient beaucoup de ce que pensent les voisins. Mais l'allée était entièrement vide. La Porsche Cayenne de mon père, Charles, avait disparu. La Rolls-Royce Ghost immaculée de ma mère, Hélène, avait disparu. Même la Ferrari Roma de mon frère aîné, Sébastien, qu'il garait habituellement en plein milieu de l'allée juste pour frimer lorsqu'il venait nous rendre visite depuis son prestigieux cabinet d'avocats d'affaires à Manhattan, manquait à l'appel. La maison était complètement sombre, à l'exception d'une faible lueur orange vacillante provenant de la fenêtre du salon. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, mes bottes résonnant sur le parquet. Le silence à l'intérieur était épais et lourd. J'ai déposé mon lourd sac de soins près de l'escalier et je suis entré dans le salon. La cheminée était allumée. 3 bûches de chêne brûlaient, crépitant doucement dans la pièce calme. Et assis là, dans son vieux fauteuil à bascule en érable, se trouvait mon grand-père, Édouard. Il avait 81 ans, portait sa chemise en flanelle délavée habituelle et son pantalon en velours côtelé usé. Il se tenait complètement immobile, fixant le feu. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. En fait, il ressemblait exactement à un homme qui était assis là à attendre qu'un moment très précis arrive. Je suis allé dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. J'ai allumé la lumière. C'est là que je l'ai vu. Scotché sur la porte du réfrigérateur en acier inoxydable, maintenu par un aimant de souvenirs bon marché acheté lors de vacances précédentes auxquelles je n'avais pas été invité, se trouvait un morceau de papier jauni provenant d'un bloc-notes juridique. Je m'en suis approché, le cœur commençant déjà à se serrer parce que je connaissais ma famille. Je savais comment il fonctionnait. J'ai décollé le mot du frigo. C'était l'écriture de ma mère. Rapide, penchée, totalement dépourvue de la moindre chaleur. On pouvait y lire « Damien, papa, maman et Sébastien sont en Europe du 18 au 31 décembre. Tu restes et tu t'occupes de grand-père. Ses médicaments quotidiens sont dans le placard au-dessus de l'évier. Le planning est scotché à l'intérieur de la porte. Son lecteur de glycémie est dans le deuxième tiroir de la salle de bain.
Il a un rendez-vous chez le médecin le 23 à 14h30 avec le docteur Giraud. L'adresse est dans son portefeuille. Il y a des courses dans le frigo qui devraient te durer environ une semaine. Nous serons de retour le soir du 31. Maman. C'était tout. Pas de bonjour. Pas de s'il te plaît. Pas de « nous sommes désolés de t'imposer cela à la dernière minute ». Pas même un générique, affectueusement, « maman », au bas, juste une liste d'instructions froides et dures. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais des projets. Ils se moquaient éperdument que je me sois littéralement tué à la tâche pendant près de 2 semaines consécutives juste pour mériter quelques jours de repos. Ils ont simplement supposé que j'abandonnerais tout et ferais exactement ce qu'on me disait. Parce qu'à leurs yeux, mon temps n'avait absolument aucune valeur. Ma vie n'avait pas de valeur. Ma carrière n'était qu'un passe-temps à bas salaire comparé au salaire de cadre de mon père ou aux affaires juridiques de haut vol de mon frère dans son cabinet d'avocat d'affaires. Je n'étais que les dents pratiques intégrées, le serviteur de la famille. J'ai ouvert le réfrigérateur. Sur les étagères en vernis se trouvaient 4 blancs de poulet cru, un sac à moitié vide de légumes mélangés surgelés, une boîte contenant exactement 6 œufs, une miche de pain de mie blanc bon marché et 3 pommes. C'était leur idée de subvenir à nos besoins. Ils partaient en Europe pour des vacances de luxe et ils me laissaient avec $20 de course pour nourrir 2 hommes adultes pendant une semaine. J'ai plié le mot jaune très soigneusement. Mes mains tremblaient. Un tremblement dur et involontaire parcourait mes doigts. Je ne l'ai pas déchiré. Je n'ai pas crié. J'ai juste glissé le morceau de papier dans la poche avant de mon sweat à capuche. Je suis retourné dans le salon. Grand-père Édouard a lentement tourné la tête pour me regarder. La lueur du feu se reflétait sur ses vieilles lunettes à monture métallique. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Il ne m'a pas présenté de vaines condoléances pour mes vacances gâchées. Au lieu de cela, il m'a fixé d'un regard vif et analytique, un regard que je n'avais encore jamais vu sur son visage. « Bonjour, Damien. » Sa voix était incroyablement calme et posée. « Salut, grand-père », ai-je répondu, ma voix sonnant creuse, même à mes propres oreilles. « Où est tout le monde ?»« En Europe », a-t-il dit simplement. « Ils sont partis pour l'aéroport à 6 heures ce matin. » Je suis resté là, sentant le poids des 11 dernières gardes de nuit peser sur mes épaules, mêlé à la douloureuse prise de conscience de ma réalité. J'ai regardé le vieil homme. Il avait les mains croisées proprement sur ses genoux. « Allons-nous commencer ?» a-t-il demandé. Je l'ai dévisagé, confus. Commencer quoi? Il a juste esquissé un tout petit sourire très crispé, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire à ce moment précis. Mais j'ai juste hoché la tête. J'ai accepté mon sort parce que je n'avais pas l'énergie de mener une bataille que j'avais déjà perdue avant même de franchir la porte. J'ai hoché la tête, sans savoir que ce seul moment de silence était l'étincelle qui allait réduire en cendres la dynamique toxique de toute ma famille. Car exactement une semaine plus tard, ils allaient franchir à nouveau cette même porte d'entrée, jetant leurs valises de marque sur le sol, et se mettraient à hurler à plein poumon. Mais j'anticipe un peu ici. Pour vraiment comprendre l'explosion qui s'est produite la veille du Nouvel An, je dois vous ramener en arrière, car ce n'était pas la première fois que ma famille me traitait comme un moins que rien. C'était juste la dernière fois. Je pensais que le pire de leurs abus était déjà derrière moi. Je me trompais si lourdement. Pour comprendre l'audace absolue de ce post-it jaune, il faut comprendre la hiérarchie de ma famille. Dans ma maison, l'amour n'était pas inconditionnel. L'amour était une transaction mesurée exclusivement par votre déclaration d'impôt, votre titre de poste et votre capacité à faire bien paraître mes parents lors de leur dîner chic au country club. Mon père, Charles, est directeur financier d'une grande compagnie d'assurance régionale. Il parle en termes de retour sur investissement, de marge bénéficiaire et de gains trimestriels. Il considère les êtres humains comme des actifs ou des passifs. Ma mère, Hélène, est directrice marketing. Sa vie entière est une campagne de relations publiques agressivement soignée. Tout est une question d'apparence. Et puis il y a Sébastien. Sébastien a 3 ans de plus que moi, l'enfant chéri absolu de la famille. C'est un avocat d'affaires qui gagne près de $300 000 par an, conduit une Ferrari et porte des costumes qui coûtent plus cher que mon loyer mensuel. Et puis il y a moi, Damien, la déception, le gars qui a décidé d'exercer comme infirmier, pas médecin, pas chirurgien, un infirmier en soins palliatifs gagnant environ $60 000 par an. Pour mes parents,
Choisir une carrière axée sur l'empathie, le soin et la mort n'était pas seulement une mauvaise décision financière. C'était un embarras personnel pour leur image au country club. Cette habitude de me traiter comme le paillasson de la famille n'a pas commencé avec ce voyage de Noël. C'était une machine bien huilée. Laissez-moi vous ramener à Thanksgiving 2021. J'avais 26 ans. J'avais demandé ma semaine de congé 3 mois à l'avance parce qu'un groupe de mes amis les plus proches de l'université avait cotisé pour louer un chalet dans le Vermont. Ce n'était rien de luxueux, juste un simple chalet en bois dans la forêt. Mais j'étais tellement excité. J'avais besoin d'une passe face à la mort et au chagrin constant à l'hôpital. Le 15 novembre, exactement une semaine avant le voyage, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je venais de terminer une garde de jour brutale. J'ai répondu au téléphone, épuisé mais heureux. « Damien » a-t-elle dit, la voix sèche et totalement dépourvue de salutations. « Ton père et moi, ainsi que Sébastien, nous envolons pour les îles Turques-Caïques pour Thanksgiving. Nous avons réservé une suite de luxe au Grace Bay Club. Ton grand-père a un petit rhume et quelqu'un doit rester à la maison pour s'assurer qu'il va bien. Tu es infirmier. Tu sais exactement comment t'occuper des personnes malades, tu vas donc devoir annuler tout ce que tu as de prévu et rester ici. » Je me suis assis sur le siège conducteur de ma voiture, absolument stupéfait. « Maman, j'ai une location de chalet non remboursable dans le Vermont. J'ai demandé ces congés il y a des mois. Je ne peux pas simplement laisser tomber mes amis. »« Damien, s'il te plaît, » a-t-elle soupiré, le ton débordant d'une condescendance épaisse. « C'est juste un voyage idiot avec tes petits copains. Ton grand-père a besoin de toi. La famille passe avant tout. De plus, Sébastien a travaillé si dur sur une énorme affaire de meurtre. Il a désespérément besoin de temps à la plage. Nous partons le 22. » Elle a raccroché comme ça. La certitude absolue dans sa voix quant au fait que j'obéirais m'a donné la nausée. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes, fixant le volant jusqu'à ce que ma vue se trouble. J'ai appelé mes amis et j'ai annulé. J'ai perdu mon acompte. Je suis resté à la maison avec grand-père Édouard pendant 6 jours. Il avait le nez qui coule. Il avait besoin de quelques mouchoirs et d'un thé chaud. C'était tout. Le jour de Thanksgiving, alors que j'étais assis à la table de la cuisine en train de manger une assiette de dinde tranchée et de purée réchauffée au micro-ondes, j'ai ouvert Facebook. Juste là, en haut de mon fil d'actualité, se trouvait une photo publiée par ma mère. C'était eux trois, Charles, Hélène et Sébastien, debout sur une plage de sable blanc immaculé dans les Caraïbes, tenant des boissons tropicales, bronzés et rayonnants. La légende disait, rien n'importe plus que la famille. L'une des amies de ma mère a commenté, ça a l'air magnifique. Où est Damien? Ma mère a répondu 3 minutes plus tard, oh, Damien est resté à la maison pour s'occuper de son grand-père. Il faut bien que quelqu'un fasse le gros du travail. Cet emoji visage souriant m'a fait l'effet d'une gifle physique en pleine mâchoire. Je n'ai rien dit. J'ai ravalé ma blessure, comme je le faisais toujours. Puis est venu l'été 2023. Juillet, le 56e anniversaire de mon père. Mon frère Sébastien a publié dans le chat de groupe de la famille qu'il avait réservé 2 suites exclusives dans un complexe de luxe à Napa Valley, en Californie, la région des vins. Il s'est vanté des dîners étoilés au guide Michelin et des visites privées de vignobles. Le coût total dépassait largement les $12 000. J'ai répondu au message de groupe en essayant de garder un ton léger, 2 suites. Ça fait 4 lits. Ça veut dire que je viens? Ma mère a répondu 11 minutes plus tard dans le chat principal, en fait, Damien, grand-père Édouard a un rendez-vous de routine chez le cardiologue le 18 juillet. Le docteur Giroux doit le voir. Quelqu'un doit le conduire à la clinique, et tu es libre cette semaine-là, n'est-ce pas? Tu pourras garder la maison. J'étais libre parce que j'avais demandé ma semaine de congé pour un voyage de camping. J'ai encore annulé mon voyage. J'ai conduit grand-père à la clinique. Le rendez-vous a duré exactement 45 minutes. Le docteur Giroux a regardé ses dossiers, a souri et a dit à mon grand-père que son cœur était plus sain que celui de la plupart des hommes de 20 ans son cadet. Après ce rendez-vous de 45 minutes, je suis resté seul dans cette grande maison vide pendant 7 jours complets. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de SMS pour me demander comment s'était passé le rendez-vous. J'ai juste regardé leurs stories Instagram où Sébastien versait du cabernet cher dans le verre de mon père pendant que ma mère riait en arrière-plan.
Mais l'incident le plus terrible, celui qui a définitivement fissuré les fondations de ma relation avec eux, s'est produit en mai 2024, il y a à peine 7 mois. Mon meilleur ami de l'université, un gars qui avait été là pour moi pendant mes études d'infirmier et chaque période difficile de ma vie, se mariait à Martha S. Vignard. J'étais témoin. Je savais pour ce mariage depuis 1 an. J'avais payé $400 pour la location de mon costume et mes préparatifs de voyage. Exactement 8 jours avant le mariage, nous prenions un rare dîner de famille le dimanche chez mes parents. Mon père, Charles, a posé son couteau à viande, s'est raclé la gorge et m'a regardé droit dans les yeux. « Damien, nous devons parler du mariage du week-end prochain, » a dit Charles, de son ton purement professionnel. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé, sentant soudain un nœud se former dans ma poitrine. « Le PDG de ma compagnie d'assurance vient de fiancer sa fille. Le mariage a lieu le même samedi que celui de ton ami. J'ai réussi à obtenir 3 invitations pour la réception. C'est une liste d'invités incroyablement exclusive. Tous les partenaires majeurs des meilleurs cabinets seront là. » Charles a fait une pause, regardant Sébastien. « Sébastien doit y aller avec ta mère et moi. Il doit être dans cette pièce. Il y rencontrera des partenaires de Goldman Sachs et des cabinets d'avocats de premier plan. C'est une opportunité de carrière massive pour lui. » J'ai posé ma fourchette. Mes mains tremblaient déjà. « D'accord, c'est super pour Sébastien. Quel rapport avec moi ? Tu dois rester à la maison, » est intervenue ma mère, sans même lever les yeux de sa salade. « Appelle ton ami et dis-lui que tu ne peux pas venir. » Vous êtes fou, j'ai haussé le ton, ma frustration débordant enfin. Je suis témoin. J'ai un rôle dans le mariage. J'ai dépensé des centaines de dollars. Damien, regarde les choses en grand, a dit Charles, sa voix devenant froide et dure. La petite fête de ton ami n'a pas d'importance dans l'ensemble. Sébastien est en train de bâtir une sérieuse carrière d'avocat d'affaires. Il a besoin de ce réseau. Si tu vas à Martha S. Vignard, il n'y aura personne ici pour rester avec ton grand-père. Tu dois rester. Grand-père va très bien, ai-je argumenté. Il peut rester seul pour un week-end. Nous ne laissons pas un homme de 80 ans seul dans cette maison, a répliqué Hélène, me regardant enfin avec un agacement pur. Appelle ton ami. Dis-lui que ton grand-père est gravement malade et que tu as une urgence médicale. Il comprendra. Tu es infirmier. C'est l'excuse parfaite. Vous voulez que je mente en disant que mon grand-père est malade pour que Sébastien puisse aller distribuer des cartes de visite à un mariage où il n'est même pas invité, ai-je exigé, regardant Sébastien, m'attendant à ce qu'il me défende. Sébastien a juste haussé les épaules, ajustant sa montre de luxe. Écoute, Damien, sois réaliste. Mon taux horaire de facturation est de 4 cents. Ton salaire est de combien? À peine de quoi couvrir une hypothèque décente. Ma trajectoire de carrière profite réellement à l'héritage de cette famille. La tienne consiste simplement à changer des bassins de lit. Sacrifie-toi pour l'équipe, petit frère. J'ai regardé ma famille. Tous les 3 me fixaient, un bloc uni de prétention. Ils croyaient sincèrement que ma vie était entièrement jetable. J'ai quitté la table du dîner. Je suis sorti vers ma voiture. J'ai appelé mon meilleur ami ce soir-là et j'ai menti effrontément, lui disant qu'une urgence médicale était survenue. Il a dit qu'il comprenait, mais je pouvais entendre sa profonde déception dans sa voix. Je n'ai pas seulement perdu mon acompte pour le costume ce jour-là. J'ai perdu un ami et j'ai perdu la dernière once de respect que j'avais pour mes parents et mon frère. J'ai ravalé ma blessure. Je me suis dit que c'était simplement mon lot dans la vie. J'étais l'aidant désigné, le fils oublié. Je pensais que c'était le fond. Je pensais que je ne pouvais pas me sentir plus invisible. Et puis le 17 décembre est arrivé, et j'ai réalisé que ma famille n'avait même pas commencé à me montrer à quel point elle pouvait être cruelle. La tempête ne faisait que commencer, et c'était eux qui m'avaient tendu les allumettes. L'appel téléphonique qui a brisé la dernière illusion sur ma famille est survenu le 17 décembre à 19h15. Je venais de pointer à la fin de ma 11e garde de nuit consécutive. Pour situer le contexte, travailler en soins palliatifs signifie que vous êtes entouré par la mort, le déclin et un chagrin profond pendant 12 heures d'affilée. Vous soulevez des corps sans vie, administrez des stupéfiants puissants, gérez la panique de patients mourants et tenez les mains de veuves en pleurs. Cela vous vide l'âme. J'avais accepté toutes ces heures supplémentaires brutales volontairement,
détruisant mon propre rythme de sommeil, juste pour pouvoir avoir toute la semaine de Noël de libre. Je voulais dormir dans mon propre lit, peut-être regarder un film et me sentir enfin humain pendant quelques jours. J'étais assis dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, le moteur tournant juste pour faire marcher le chauffage. J'étais si fatigué que j'avais physiquement la nausée. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. C'était Hélène. J'ai décroché, le pressant contre mon oreille. « Allô, maman. » « Damien » a-t-elle dit, sans salutation. « Pas de « comment vas-tu » ? Juste mon nom, d'un ton plat et professionnel. « Je t'appelle pour te dire que ton père, Sébastien et moi partons en Europe pour les vacances. Nous serons absents à partir de demain, le 18, jusqu'au 31. » J'ai cligné des yeux lourdement, essayant de traiter ces paroles à travers mon brouillard cérébral. « En Europe pour Noël ? Depuis quand ? C'est réservé depuis des mois, a-t-elle dit d'un ton léger. Nous faisons Paris, les Alpes suisses, Rome et Barcelone. C'est le voyage d'une vie. Quoi qu'il en soit, tu dois rentrer à la maison et t'occuper de grand-père Édouard. Ma prise sur le volant s'est serrée jusqu'à ce que mes articulations deviennent d'un blanc éclatant. Maman, non, je ne peux pas. J'ai demandé cette semaine de congé il y a 3 mois. Je viens de travailler 132 heures d'affilée. Je suis physiquement épuisé. J'ai besoin de me reposer. Damien, arrête de faire ton mélodramatique, a-t-elle soufflé, l'air extrêmement irrité que je proteste. Tu es infirmier en soins palliatifs. T'occuper des gens, c'est littéralement ta fiche de poste. C'est ce que tu fais. Grand-père a 81 ans. Il ne peut pas être laissé seul dans cette grande maison pendant 2 semaines. Je dois aller faire mes valises. Nous partons pour l'aéroport à 6 heures demain matin. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine avec les instructions pour ses médicaments. On se voit pour la Saint-Sylvestre. La ligne a coupé. 1 minute et 38 secondes. C'était la durée totale de l'appel téléphonique. J'ai vérifié le journal d'appel sur mon écran. Je suis resté assis sur ce parking d'hôpital glacial pendant 20 bonnes minutes, fixant simplement le pare-brise sous les lampadaires. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti un vide terrifiant s'ouvrir dans ma poitrine. La réalité m'a frappé avec la force d'un train de marchandises. J'avais complètement cessé d'attendre quoi que ce soit d'autre de leur part. Ils me considéraient comme leur propriété. L'après-midi suivant, le 18 décembre, je suis entré dans cette maison vide, j'ai trouvé l'insultant post-it jaune et j'ai regardé mon grand-père assis dans son fauteuil à bascule. « Allons-nous commencer ?» avait-il demandé. Pendant les premiers jours, nous nous sommes installés dans une routine calme et méthodique. Je le traitais de la même manière que je traitais mes patients, avec un respect absolu et des soins méticuleux. Chaque matin à 6h30, je me réveillais malgré mon corps qui réclamait du sommeil. À 7 heures, je préparais ses médicaments. De la metformine pour sa glycémie, du lisinopril pour sa tension artérielle. Je vérifiais ses niveaux de glucose à l'aide du lecteur du tiroir de la salle de bain, enregistrant méticuleusement les chiffres, 118 mg par décilitre. Je prenais sa tension artérielle, 128/82. Parfait. Je consignais tout dans un petit carnet à spirale que j'avais apporté de l'hôpital. Grand-père Édouard m'observait tout le temps. Ses yeux suivaient mes mains alors que je mesurais sa nourriture sur une petite balance de cuisine numérique que j'avais apportée de mon appartement. 140 g de poulet grillé, une tasse de brocoli à la vapeur, une demi-tasse de riz complet. Un repas parfait, pauvre en sodium et adapté pour un diabétique. Le 3e jour, le 20 décembre, nous étions assis à la table de la salle à manger pour déjeuner. Le soleil d'hiver était pâle, projetant de longues ombres sur le parquet. « Damien » a dit soudain grand-père, posant sa fourchette. « Parle-moi de ton travail à l'hôpital. » J'ai levé les yeux, surpris. Pendant toutes mes années de pratique infirmière, personne dans ma famille ne s'était jamais sincèrement intéressé à mon travail. Charles ne l'évoquait que pour se moquer de mon salaire. Hélène ne le mentionnait que pour feindre de la sympathie pour mon manque d'ambition. Sébastien ne s'en servait que comme chute d'une blague. « C'est juste du soin, grand-père » ai-je dit doucement, prenant une gorgée d'eau. « Rien de spécial. »« Ne fais pas ça » a-t-il dit brusquement, sa voix étonnamment ferme. « Ne diminue pas ce que tu fais simplement parce que Charles et Hélène n'ont pas l'âme nécessaire pour le comprendre. Quel genre de patient as-tu ?
J'ai hésité. Les gens sont généralement très mal à l'aise quand je parle de la réalité des soins palliatifs. Des gens qui meurent, ai-je dit de but en blanc. Les soins palliatifs sont destinés aux patients qui ont généralement 6 mois ou moins à vivre. Nous gérons leur douleur. Nous veillons à leur confort. Nous aidons leur famille à traverser le deuil. Nous veillons à ce qu'ils n'aient pas à affronter la fin du chemin complètement seul. Grand-père m'a fixé, son visage buriné totalement impénétrable. Pourquoi as-tu choisi de faire cela, Damien? Tu es intelligent. Tu aurais pu être médecin. Tu aurais pu être n'importe quoi. J'ai posé ma fourchette, fixant mon assiette. Parce que les gens ont besoin d'être vus, grand-père. Quand quelqu'un se meurt, il perd sa dignité. Son corps le trahit. La société détourne les yeux parce que la mort est laide et inconfortable. Je voulais être la personne qui ne détourne pas les yeux. Je veux que les gens sachent qu'ils comptent, même tout à la fin, surtout à la fin. Grand-père Édouard n'a rien dit pendant un long moment, mais j'ai remarqué que ses mains reposaient légèrement sur le bord de la table en acajou. Il a fait un hochement de tête lent et délibéré. Il ne te mérite pas, a-t-il marmonné dans sa barbe. Aucun d'eux. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je me suis simplement levé pour débarrasser les assiettes. Le tournant, le moment qui a fait basculer toute cette histoire d'un triste drame familial à une exécution juridique calculée, s'est produit le lendemain matin, le 21 décembre. Je me suis réveillé tôt, vers 6 heures, pour préparer ces médicaments du matin. Alors que je marchais dans le couloir du 2e étage en direction de l'escalier, je suis passé devant le bureau personnel de grand-père. C'était une petite pièce de 3 mètres sur 4 au bout du couloir. Il était extrêmement jaloux de sa vie privée concernant cette pièce. La porte était habituellement verrouillée à double tour, mais aujourd'hui, la lourde porte en chêne était entr'ouverte de quelques centimètres. Je me suis arrêté net. Je n'aurais pas dû regarder, mais la curiosité humaine est une force puissante. À travers la fente étroite, je pouvais voir son immense bureau en bois antique. Posé pile au centre du sous-main en cuir vert se trouvait une grande enveloppe Kraft épaisse. J'ai fait un pas de plus, retenant mon souffle. La lumière du matin frappait parfaitement le bureau. Dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, l'adresse de l'expéditeur était imprimée en lettres noires grasses, cabinet Valois et Associés, 285 Main Street, Stanford, Connecticut. Mais ce n'est pas cela qui a arrêté mon cœur. Imprimé en diagonale sur le devant de l'enveloppe à l'encre rouge vive se trouvaient les mots « Confidentiel, secret professionnel d'E l'avocat ». Et juste en dessous, une étiquette imprimée indiquait « Dernière volonté et testament d'Edward R. Harrison ». Ma respiration s'est coupée. Un testament. Grand-père avait 81 ans, certes, mais il était incroyablement sain. Pourquoi y avait-il un document juridique épais provenant d'un prestigieux cabinet d'avocats de Stanford posé ainsi à la vue de tous? Damien. J'ai sursauté, me retournant d'un coup. Grand-père Édouard se tenait en haut des escaliers, un journal plié sous le bras. Il avait l'air tout à fait calme. Je suis désolé, ai-je balbutié, m'éloignant rapidement de la porte. J'allais juste descendre pour préparer le petit déjeuner. Tu veux que je nettoie ton bureau aujourd'hui? Non, Damien. Je m'en occupe moi-même, a-t-il dit calmement. Il est passé devant moi, s'arrêtant juste devant la porte du bureau. Il ne l'a pas fermée immédiatement. Il m'a regardé, puis a regardé l'enveloppe sur le bureau, puis m'a de nouveau regardé. C'est juste de la paperasse, a-t-il dit, sa voix baissant d'un ton, chargé d'un poids que je ne pouvais pas comprendre. Rien dont tu doives te soucier pour l'instant. La façon dont il a dit, pour l'instant, m'a donné un frisson dans le dos. Il avait laissé cette porte ouverte exprès. Je le savais au fond de moi. Il voulait que je la voie. Plus tard dans l'après-midi, alors que j'étais assis dans le salon en train de lire un livre, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu avec un indicatif régional de Stanford. J'ai répondu avec prudence. Allô, est-ce bien Damien Harrison, a demandé une voix grave et extrêmement posée. Oui, c'est bien lui. Monsieur Harrison, je m'appelle Jean-Marc Valois. Je suis associé principal chez Valois et Associés. Je suis le conseiller juridique de votre grand-père. Mon estomac est descendu au niveau de mes chaussures. Est-ce que tout va bien? Grand-père a des ennuis? Tout va parfaitement bien, Damien, a dit l'avocat d'une voix fluide.
votre grand-père m'a demandé de vous appeler directement. Il m'a chargé de planifier une réunion formelle à sa résidence le matin du 2 janvier à 10 heures précises. Il a spécifiquement requis votre présence obligatoire. Une réunion au sujet de quoi? Ai-je demandé, mon esprit revenant immédiatement à l'enveloppe Kraft. Je suis lié par le secret professionnel et ne peux pas aborder les détails par téléphone, Monsieur Harrison, a répondu Jean-Marc Valois avec un professionnalisme consommé. Mais je vous assure qu'il s'agit d'une question d'une importance critique. Serez-vous disponible? Oui, ai-je dit doucement. Je serai là. Excellent. Je vous verrai le 2. La ligne a coupé. J'ai baissé mon téléphone, l'esprit tournant à toute allure. J'ai regardé vers le fauteuil à bascule. Grand-père Édouard était assis là, lisant un livre, parfaitement serein. Il savait que l'avocat m'appelait. C'est lui qui avait tout orchestré. La tempête ne faisait pas que s'annoncer. Elle était déjà dans la maison, et je me tenais pile en son centre. Les jours précédant Noël furent un exercice de contraste psychologique brutal. Alors que je pesais soigneusement les portions de légumes à la vapeur et vérifiais les tensiomètres dans une maison tranquille et enneigée du Connecticut, ma famille diffusait son opulente fantaisie européenne sur tout Internet. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé chaque publication sur Instagram. C'était comme appuyer sur un bleu juste pour s'assurer que cela faisait encore mal. Le 19 décembre, ma mère a publié une photo de Paris. Il était 20h47 heure locale. La tour Eiffel brillait magnifiquement dans le ciel nocturne. Hélène, Charles et Sébastien se tenaient au premier plan, portant des manteaux de marque assortis, les bras enlacés, souriant comme sur une photo de banque d'images illustrant la richesse générationnelle. La légende disait, la tour Eiffel au coucher du soleil, on profite de notre vie à fond. J'ai reconnu la géolocalisation. Il séjournait au Meurice, un hôtel de luxe 5 étoiles ultra exclusif situé rue de Rivoli. J'ai fait une recherche rapide sur Google sur mon téléphone en attendant que le thé de grand-père bouille. 850$ la nuit. Pour 4 nuits, cela faisait plus de 3600$ rien que pour les chambres. Le 20 décembre, Sébastien a publié une photo de l'intérieur d'un restaurant. La salle était parée de nappes blanches et de lustres en cristal. Un serveur en smoking impeccable versait un vin millésimé dans le verre de Charles. La légende de Sébastien, dîner au Jules Verne. Un repas étoilé au guide Michelin n'a jamais été aussi bon. Le Jules Verne est situé physiquement à l'intérieur de la tour Eiffel. Le menu dégustation coûte environ 450$ par personne. Pour eux trois, cela représentait près de 1500$ pour un seul dîner. Le 23 décembre, il s'était installé en Suisse. À Zermatt, Sébastien a publié une vidéo de lui dévalant une piste alpine immaculée avec le Cervin se dressant de manière imposante en arrière-plan. Ma mère a publié des photos d'eux en train de prendre un somptueux déjeuner de Noël dans un chalet en bois rustique, trempant du pain dans des caclons de fondue fumante et trinquant avec des coupes de champagne. Le coût de ce seul déjeuner dépassait facilement les 1000$. Je me suis assis à la table de la cuisine le soir de Noël, mangeant une assiette de restes de poulet et de riz qui avait probablement coûté 4$ à préparer, les yeux fixés sur l'écran brillant de mon téléphone. Selon mes calculs approximatifs et conservateurs, ils avaient englouti au moins 15 000$ en moins d'une semaine. Pendant ce temps, j'avais sacrifié plus de 100 heures de ma vie, perdant le sommeil, perdant mes vacances, complètement non payées et non appréciées, juste pour qu'ils puissent financer leur voyage d'ego. Je ne ressentais plus de colère. La colère s'était consumée, laissant place à une clarté froide et tranchante. Je me sentais totalement détaché. Je regardais des inconnus. Ils formaient une famille, certes, mais ils n'étaient pas ma famille. Ce soir-là, le 24 décembre, après avoir aidé grand-père Édouard à s'installer dans son fauteuil pour regarder un vieux film sur sa vieille télévision à l'image floue, je suis monté dans ma chambre d'enfant. C'était une petite pièce, inchangée depuis que j'étais parti pour l'université, mais posée pile au milieu de mon vieux bureau en bois se trouvait une enveloppe blanche immaculée. Mon nom, Damien, était écrit sur le devant de l'écriture cursive distincte et légèrement tremblante de mon grand-père. Il m'avait dit plus tôt dans la semaine, « J'ai quelque chose pour toi, mais tu ne dois pas l'ouvrir avant le réveillon de Noël. » Je me suis assis sur le bord de mon lit simple. La maison était plongée dans un silence de mort, à l'exception du bruit étouffé de la télévision en bas et du sifflement du vent contre la vitre. Mes mains étaient remarquablement stables alors que j'ai glissé mon doigt sous le rabat pour déchirer l'enveloppe.
À l'intérieur se trouvait un chèque personnel de la banque Wells Fargo. Je l'ai sorti et j'ai fixé les chiffres. Il était libellé à l'ordre de Damien Harrison. Le montant était de $5000. J'ai arrêté de respirer. $5000. Pour mon père, c'était une erreur d'arrondi. Pour Sébastien, c'était un week-end à Las Vegas. Tristan, mais pour moi, un infirmier en soins palliatifs croulant sous les prêts étudiants et luttant pour payer le loyer d'un appartement décent, $5000 représentait une bouée de sauvetage. C'était une somme énorme. Glissée derrière le chèque se trouvait une feuille de papier de cahier ligné, une lettre manuscrite. Je l'ai dépliée, mes yeux parcourant les traits d'encre de grand-père Édouard. Mon cher Damien, si tu lis ceci, c'est le réveillon de Noël et tu es coincé ici avec moi depuis 6 jours. Je veux que tu saches quelque chose dès maintenant. J'ai tout vu. Thanksgiving 2021, ils t'ont laissé derrière eux. Été 2023, ils t'ont laissé derrière eux. Mai 2024, pour le mariage de ton ami, ils t'ont humilié et t'ont laissé derrière eux. Et maintenant, pour ce Noël 2024, ils ont recommencé. Je ne leur ai rien dit au fil des ans parce que j'avais besoin d'être absolument sûr. J'avais besoin de voir exactement quel genre d'homme tu étais quand personne ne te regardait. Quand il n'y avait aucune récompense, aucun éloge et aucune reconnaissance, juste le devoir. Et maintenant, je sais. Tu as pris soin de moi cette semaine, non pas parce que tu y étais obligé, mais parce que c'est exactement qui tu es. Tu as vérifié mes médicaments avec la précision d'un professionnel. Tu as préparé mes repas avec la tendresse d'un fils. Tu ne t'es pas plaint. Tu as simplement répondu présent. Le chèque de $5000 est mon cadeau de Noël pour toi. Encaisse-le immédiatement. Ne te sens pas coupable. Tu l'as mérité, non pas par ton travail, mais par ton intégrité. Mais Damien, il y a quelque chose de bien plus grand en jeu ici. Le 2 janvier, mon avocat, Monsieur Valois, viendra à la maison. Il va t'expliquer quelque chose qui va complètement briser la réalité de ton père. J'ai besoin que tu le saches avant eux. Je ne suis pas un homme pauvre, Damien. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent, bien plus que ce que Charles imagine, bien plus que ce que Sébastien ne pourra jamais facturer de toute sa vie. Et je te laisse la grande majorité de cette fortune directement. Ton père sera furieux. Ta mère va pleurer. Sébastien menacera d'engager des poursuites judiciaires. Mais voici la vérité froide, ils n'ont pas besoin de mon argent. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'apprendre à te considérer comme un être humain, pas comme un domestique, et ils ont échoué lamentablement à ce test. Je ne te donne pas seulement de la richesse. Je te donne du pouvoir. Le pouvoir de décider de ce qui se passera ensuite. Le 2 janvier, tu comprendras. Sois patient. Garde le silence. Laisse-les marcher eux-mêmes dans le piège qu'ils ont construit. Je t'aime, Damien. Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps pour te protéger. Grand-père Édouard. J'ai lu la lettre 3 fois. À la 3e lecture, des larmes chaudes coulaient sur mon visage, tombant sur le papier ligné et tachant l'encre. Je ne pleurais pas de tristesse. Je ne pleurais pas pour l'argent. Je pleurais de soulagement, un soulagement pur et accablant. La soupape de pression dans ma poitrine avait enfin éclaté. Quelqu'un m'avait vu, après toute une vie passée à être traité comme un fantôme, le fils invisible, les dents jetables. My grand-père m'avait vu. Il avait vu chaque affront, chaque insulte, chaque congé volé, et il avait discrètement bâti un empire juste pour me remettre l'épée. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans mon portefeuille, juste à côté du chèque. J'ai essuyé mon visage, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et j'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. L'infirmier épuisé et battu avait disparu. Quelque chose de froid et de dur prenait racine dans ma poitrine. Pendant la semaine suivante, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai continué à enregistrer les constantes de grand-père. J'ai cuisiné les repas. J'ai gardé la maison d'une propreté impeccable. J'ai regardé le reste des publications Instagram de ma famille depuis Rome et Barcelone avec une indifférence absolue. Ils dépensaient de l'argent comme de l'eau, entièrement convaincus qu'ils étaient les rois du monde, intouchables dans leur arrogance. Puis est venue la nuit du 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Il était 23h18. J'étais debout devant l'évier de la cuisine, lavant les dernières assiettes du dîner. Grand-père Édouard était assis dans le salon, lisant un gros livre relié.
Soudain, des phares ont balayé la fenêtre avant, fendant l'obscurité. Le grondement sourd et lourd d'un moteur de SUV de luxe a résonné dans l'allée. Puis une deuxième paire de phares. Puis une troisième. J'ai fermé le robinet de la cuisine. J'ai séché mes mains sur une serviette, délibérément lent. Dehors, les portières de voiture ont claqué lourdement. Le bruit sec de valises de marque à coque rigide traînées sur le pavé glacé a rompu le silence du quartier. Je pouvais entendre leur voix avant même que la porte ne s'ouvre. Ils étaient irritables, se lançant des pics, épuisés par le vol international de 10 heures et le trafic depuis l'aéroport JFK. La porte d'entrée s'est déverrouillée et s'est ouverte violemment. « Papa, on est rentré. » La voix de ma mère Hélène a résonné, aiguë et exigeante. Je me tenais dans l'ombre de la cuisine, observant ma mère traîner une énorme malle Louis Vuitton dans le hall d'entrée. Elle avait l'air bronzée, portait un manteau de laine parisien tout neuf et exhalait une odeur de parfum cher acheté hors taxe. Charles est entré derrière elle, jetant son sac de cabine en cuir sur le parquet avec un bruit sourd, se frottant les tempes d'un air agacé. Sébastien est passé devant eux deux, sans regarder personne, se dirigeant droit vers la cuisine. Aucun d'eux n'a dit bonjour à grand-père. Aucun d'eux n'a demandé comment s'était passée sa semaine. Sébastien est entré dans la cuisine, me bousculant presque. Il n'a même pas sourcillé. Il a juste ouvert le réfrigérateur, a attrapé une bouteille d'eau gazeuse et m'a regardé avec un mépris total. « Dieu, je suis crevé », a marmonné Sébastien à personne en particulier, dévissant le bouchon. « Tu as au moins gardé la maison propre, Damien. » Charles est entré dans le salon, regardant grand-père. « Le vol le plus long de ma vie. Tout va bien ici? Tu es allé à ton rendez-vous chez le médecin. »« Tout va parfaitement bien, Charles, » a dit grand-père Édouard, la voix douce comme du velours. Il n'a pas levé les yeux de son livre. En fait, les choses n'ont jamais été aussi claires. Super, a soupiré Charles, sortant déjà son téléphone pour vérifier ses emails professionnels. Donc, tout est en ordre. C'était tout. Pas un seul « merci, Damien ». Pas la moindre reconnaissance du fait que j'avais passé 168 heures de ma vie à maintenir cette maison en marche pendant qu'ils buvaient du vin millésimé à l'ombre de la tour Eiffel. Ils étaient complètement aveugles aux nuages de tempête qui s'amoncelaient directement au-dessus de leur tête. Alors que je passais devant le salon pour monter les escaliers, j'ai entendu grand-père fermer son livre d'un coup sec et sonore. « Au fait, Charles, » a dit grand-père, d'un ton désinvolte mais qui portait un tranchant indéniable. « Assure-toi que tout le monde soit réveillé et présent dans le salon le matin du 2 janvier. » À 10 heures précises, Charles a arrêté de faire défiler son téléphone, fronçant les sourcils. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe le 2 ? » Un avocat vient, a répondu calmement grand-père. Jean-Marc Valois. Je lui ai demandé de présenter certains documents. Hélène s'est figée, son manteau de luxe à moitié retiré des épaules. Un avocat ? Papa ? Pourquoi diable as-tu besoin d'un avocat ? Si c'est juste pour mettre à jour ton testament de base, tu n'as pas besoin d'entraîner toute la famille dans une réunion formelle. Tout le monde doit être là, Hélène, a dit grand-père d'une voix qui ne laissait absolument aucune place au débat. Ne soyez pas en retard. Je suis monté à l'étage en silence. J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis assis sur le bord de mon lit dans le noir. Je pouvais entendre les murmures étouffés et confus de mes parents en bas, agacés par le désagrément, mais supposant entièrement qu'il s'agissait simplement d'une formalité administrative de routine pour un vieil homme avec un modeste compte d'épargne. Ils pensaient qu'ils détenaient toutes les cartes. Ils pensaient que j'étais toujours le serviteur pathétique et obéissant. J'ai souri dans l'obscurité. Je pensais que le pire était derrière moi. Mais pour eux, le cauchemar n'avait même pas commencé. Le matin du 2 janvier est arrivé avec un gel mordant qui recouvrait les fenêtres de la maison d'une épaisse couche de glace. Je me suis réveillé à 6 heures pile, mon horloge interne étant toujours programmée par des années de gardes éreintantes à l'hôpital. J'ai préparé une cafetière de café, du genre bon marché que mes parents laissaient traîner au fond du garde-manger, et je me suis assis devant l'îlot de la cuisine, fixant l'horloge numérique du micro-ondes. Le silence dans la maison était lourd, chargé d'une étrange électricité. Je savais ce qui allait se passer. Ils n'en avaient absolument aucune idée. À 10h moins le quart, ma famille a fini par descendre l'escalier. L'arrogance pure qui émanait d'eux était presque étouffante. Mon père, Charles,
était vêtu d'un pull en cachemire décontracté mais visiblement coûteux, vérifiant sa Rolex en or toutes les 30 secondes. Il était manifestement agacé que sa routine matinale soit interrompue par ce qu'il considérait comme une affaire familiale insignifiante. Il est entré dans la cuisine, s'est versé une tasse de café et a immédiatement commencé à parler de son portefeuille d'investissement. Il s'est plaint bruyamment à ma mère que cette réunion impromptue empiétait sur le temps qu'il devait consacrer à l'examen de ses ajustements de retraite et à la préparation d'une négociation pour une promotion massive prévue pour le trimestre suivant. Ma mère, Hélène, sirotait un smoothie vert très spécifique qu'elle avait commandé en livraison. Vêtue de sa tenue d'intérieur de marque parfaitement ajustée, elle a passé 10 minutes à se plaindre de son décalage horaire et de la façon dont les turbulences au-dessus de l'Atlantique avaient complètement gâché l'éclat de sa journée au spa. Mon frère Sébastien s'est affalé sur le canapé du salon dans son pantalon de costume sur mesure, tapant agressivement sur son iPhone. Il se vantait bruyamment auprès de mon père d'une bataille pour une garde d'enfants de haut profil qu'il gérait à son cabinet, veillant à souligner les horaires exorbitants qu'il facturait à son client. Aucun d'eux n'avait le moindre indice. Il croyait sincèrement que grand-père Édouard n'avait peut-être qu'un modeste compte d'épargne, une assurance vie de base destinée à couvrir ses obsèques. Et que toute cette réunion ne serait qu'un ennuyeux discours administratif sur l'attribution de sa vieille Toyota Camry et de son fauteuil à bascule. À 10h-5, une élégante berline noire s'est garée dans l'allée, ses pneus crissant bruyamment sur le sol gelé. J'ai regardé par la fenêtre de devant Jean-Marc Valois sortir du véhicule. Il ressemblait exactement au genre d'avocat qui facture à la minute et qui n'accepte jamais de refus. Il avait la fin de la cinquantaine, portait un costume anthracite sur mesure impeccable et tenait une épaisse mallette en cuir qui semblait assez lourde pour servir d'arme. Il se déplaçait avec un calme professionnel redoutable. J'ai ouvert la porte d'entrée avant même qu'il ne puisse sonner. Une bouffée d'air hivernal glacial s'est engouffrée dans le hall. « Bonjour, Damien », a dit monsieur Valois, sa voix grave, résonnante et parfaitement professionnelle. Il m'a serré la main fermement. « Votre grand-père m'a dit le plus grand bien de vous. »« Merci, monsieur Valois », ai-je répondu calmement, m'écartant pour le laisser entrer. « Il vous attend dans le salon. » Nous sommes entrés dans la pièce principale. Grand-père Édouard était déjà assis dans son fauteuil à bascule, le dos parfaitement droit. Il portait sa chemise en flanelle délavée habituelle, tout à fait imperturbable face à la tension ambiante. Il a regardé l'avocat et a fait un seul hochement de tête définitif. Charles s'est levé de son fauteuil en cuir, affichant un faux sourire de country club qu'il réservait à ses clients importants. « Jean-Marc, ravi de vous voir. Je suis Charles Harrison, le fils d'Édouard. Écoutez, j'ai une importante conférence téléphonique avec mon entreprise à 11h et une transaction immobilière potentielle à finaliser à midi. Donc, si nous pouvions accélérer cette petite mise à jour de succession, je vous en serais très reconnaissant. » Monsieur Valois n'a pas rendu son sourire. Il n'a pas tendu la main pour saluer Charles. Il s'est simplement approché de la lourde table basse en chêne, y a posé sa mallette et a fait sauter les loquets en laiton. Les clics secs ont résonné comme des coups de feu dans la pièce silencieuse. « Monsieur Harrison », a dit Valois, d'un ton totalement dépourvu de chaleur ou de politesse. « Je vous conseille vivement de libérer votre emploi du temps pour le reste de la matinée. Veuillez vous asseoir. » Charles a cligné des yeux, visiblement déstabilisé par cette injonction, mais l'autorité naturelle de la voix de l'avocat l'a forcé à se rasseoir lentement à côté d'Hélène. Sébastien a enfin levé les yeux de son téléphone, le regard méfiant et défensif. Monsieur Valois a sorti 3 dossiers juridiques épais avec des codes couleurs et les a posés méticuleusement sur la table. Il s'est assis en face de ma famille, a ajusté ses lunettes et les a regardés bien en face. « Je suis ici aujourd'hui en qualité de seul exécuteur testamentaire et conseiller juridique de monsieur Édouard R. Harrison. Nous sommes réunis pour procéder à la lecture formelle de ses dernières volontés et de son testament, qui a été entièrement mis à jour, légalement notarié et finalisé le 15 décembre dernier. » Sébastien a ricané bruyamment, se penchant en arrière et croisant les bras sur sa poitrine. « Papa, c'est complètement ridicule. Grand-père, tu n'as pas besoin d'un avocat d'affaires de haut vol pour lire un testament de base. Oui, sommes ta famille. Quel que soit le petit pécule que tu as mis de côté, nous pouvons le gérer en interne sans payer des frais juridiques exorbitants. Dis-nous juste qui récupère la maison pour que je puisse retourner travailler. » Les yeux de grand-père Édouard sont devenus de glace. Ferme ta bouche, Sébastien, et écoute. La pièce est devenue d'un silence de mort. Grand-père n'avait jamais parlé à Sébastien sur ce ton.
La mâchoire de Sébastien s'est crispée, son visage rougissant de colère, mais il n'a plus dit un mot. Avant de commencer la répartition des biens, a poursuivi calmement Monsieur Valois en sortant un document officiel du premier dossier. Je dois établir la base juridique inébranlable de ce document. Le mois dernier, votre grand-père a été examiné de manière indépendante par 2 neurologues agréés et un spécialiste en gériatrie. Les 3 médecins ont soumis des déclarations sous serment certifiant sa parfaite capacité mentale. Il a obtenu des scores exceptionnellement élevés à tous les examens cognitifs. Ce testament est inattaquable. Toute poursuite future visant à le contester pour des motifs d'altération des facultés mentales ou d'abus de faiblesse sera immédiatement rejetée par le tribunal des successions. Hélène a laissé échapper un petit rire nerveux et aigu, serrant fermement son verre de smoothie. Eh bien sûr qu'il est lucide. Personne ne remet en question son esprit. Nous savons tous que papa est vif comme l'éclair. Pourquoi tout ce cinéma, Jean-Marc? Monsieur Valois l'a complètement ignoré. Il a ouvert le 2e dossier. Procédons à l'inventaire des biens de la succession. Au 1er décembre, la valeur totale des actifs liquides et non liquides de Monsieur Edward Harrison, y compris l'ensemble de ses biens immobiliers, ses portefeuilles d'actions diversifiés et ses fonds fiduciaires à l'étranger, est officiellement estimée à 20 180 000 $. J'ai regardé le visage des membres de ma famille. C'était exactement comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la réalité. L'oxygène a semblé s'évanouir de la pièce. La bouche de Charles s'est littéralement ouverte. La main d'Hélène s'est mise à trembler si violemment qu'elle a dû poser son verre sur le sous-verre avant de le faire tomber. Sébastien a carrément laissé tomber son iPhone sur les coussins du canapé, les yeux écarquillés par le choc. « Pardon » a bafouillé Charles, le visage prenant une teinte rouge brique. 20 millions de $? C'est absolument impossible. Il vit de sa retraite de sécurité sociale. Il conduit une voiture vieille de 20 ans. Il achète ses vêtements dans des magasins de déstockage. Votre père, a corrigé Monsieur Valois, sa voix ferme et implacable, est un expert des intérêts composés et des acquisitions immobilières précoces durant les récessions du marché des années 1970. Il a discrètement acheté 18 propriétés locatives à travers le Connecticut. Il les a conservées, géré lui-même et a revendu l'ensemble de son portefeuille au sommet absolu du marché entre 2008 et 2015 pour près de 5 millions de $. Ce capital a été agressivement placé dans des fonds indiciels à haut rendement. Il a fructifié sans y toucher pendant plus d'une décennie. 20 millions, a murmuré Sébastien, la voix blanche, l'arrogance d'avocat d'affaires s'évanouissant instantanément de son visage pour faire place à une cupidité pure et dure. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a exigé Charles en se levant, la voix brisée par l'indignation. Nous sommes ta famille. Je suis directeur financier. Nous aurions pu t'aider à gérer cette fortune. Nous aurions pu l'intégrer à nos portefeuilles. Nous aurions pu la diversifier. Vous auriez pu faire quoi, Charles, a demandé grand-père Édouard d'une voix d'un calme mortel. La dépenser. L'utiliser pour acheter un énième bateau dont vous n'avez absolument pas besoin. Améliorer la voiture de sport de Sébastien. Financer d'autres vacances en Europe. Papa, c'est de la folie, s'est écriée Hélène, le regard oscillant entre grand-père et l'avocat. Mais cela change tout. L'héritage de notre famille est sécurisé. La richesse générationnelle est enfin établie. Passons à la répartition de l'héritage. Passons-y effectivement, a coupé Monsieur Valois, sa voix tranchant le chaos naissant. Il a pris une feuille de papier propre. Mes parents se sont penchés en avant, vibrant littéralement d'anticipation. Sébastien serrait le bord du canapé si fort que ses articulations étaient blanches. À la Fondation nationale des soins palliatifs, Monsieur Harrison lègue la somme de 3 millions de $. À l'Association américaine de cardiologie et à l'Institut de recherche sur le diabète, il lègue 600 000 $ chacun. Valois a fait une pause, tournant la page très lentement. À mon fils, Charles Harrison, à ma belle-fille, Hélène Harrison, et à mon petit-fils, Sébastien Harrison. La pièce a retenu son souffle. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir. Je lègue la somme de 0 $. Le silence qui a suivi était si profond qu'il donnait l'impression d'un poids physique pesant sur mes tympans. Il a duré exactement 5 secondes avant l'explosion. Quoi, a hurlé Sébastien en bondissant sur ses pieds. Papa, non. Tu ne peux pas faire ça, s'est écriée Hélène, des larmes coulant instantanément sur ses cils chargés de mascara.
Charles s'est tourné vers moi, le visage déformé par une rage pure. Il a pointé un doigt tremblant vers ma poitrine. Toi. Tu étais au courant. Tu es resté ici pendant 2 semaines pendant que nous étions partis, et tu l'as manipulé. Tu as forcé un vieil homme malade à modifier son testament. Espèce de parasite. Assieds-toi, Charles, a tonné grand-père Édouard. La puissance de sa voix a fait vibrer la pièce. Je ne l'avais jamais entendu crier de toute ma vie. Charles s'est figé et s'est rassis lentement, stupéfait par la force de la colère du vieil homme. Il t'a manipulé, grand-père, a crié Sébastien en me pointant du doigt. Damien a toujours été jaloux de ma réussite. C'est de l'abus de faiblesse. Je vais bloquer cette succession devant le tribunal pendant 10 ans. Je vais vous ruiner en frais d'avocat. Vous ne verrez jamais un seul centime de cet argent. Sébastien, ne m'as-tu pas entendu, a dit froidement monsieur Valois, coupant court à la menace sur le champ. Nous disposons de 3 déclarations médicales sous serment. On se moquera de vous au tribunal, et votre cabinet vous sanctionnera probablement pour avoir intenté un procès abusif. Maintenant, si vous voulez bien rester calme, il reste une dernière clause, un legs conditionnel. Les membres de ma famille ont instantanément cessé de crier. Le mot « legs » était comme une formule magique. Ils ont fixé l'avocat, désespéré de trouver la moindre bouée de sauvetage. Monsieur Harrison a établi une possibilité conditionnelle pour Charles, Hélène et Sébastien d'obtenir chacun la somme exacte de 500 000 $ de la succession, à Luvalois. Pour prétendre à cet héritage, chaque personne doit accomplir 3 tâches spécifiques dans un délai strict de 365 jours. Quelle tâche, a demandé Charles, la voix serrée et défensive. Numéro 1, à Luvalois. Vous devez chacun, de manière indépendante, accomplir 200 heures de bénévolat vérifié dans un établissement de soins palliatifs ou d'accompagnement de fin de vie agréé. Il doit s'agir de soins directs aux patients. Aucun travail administratif. Interdiction de faire un chèque pour se soustraire à l'obligation. Numéro 2, vous devez chacun écrire une lettre d'excuse manuscrite et détaillée à Damien, expliquant précisément comment vous l'avez marginalisé au cours de la dernière décennie. Et numéro 3, vous devez assister à un minimum de 4 séances de thérapie familiale, sous réserve que Damien accepte d'y participer. Sébastien a passé une main dans ses cheveux, l'air paniqué mais soulagé. D'accord, d'accord. On fait les heures, on écrit les stupides lettres, on va en thérapie, et on récupère le demi-million. C'est complètement humiliant, mais d'accord. On va jouer le jeu. Vous ne m'avez pas laissé finir, Sébastien, a dit doucement monsieur Valois avant de me regarder directement. Si les 3 conditions sont remplies dans les délais, les fonds ne sont pas automatiquement transférés. La décision finale revient entièrement, et sans aucune voie de recours légal, à Damien. Charles m'a fixé, le visage totalement vide. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, a dit grand-père Édouard en se penchant en avant sur sa chaise, que même si vous faites le travail, Damien est le seul juge pour estimer si votre changement est sincère. S'il décide que vous faites semblant juste pour l'argent, il peut refuser le versement et il n'y a absolument rien que vous ou un avocat de l'État du Connecticut puissiez faire. Hélène s'est tournée vers moi, tombant à genoux sur le tapis perçant coûteux. Elle a attrapé mes mains, sa prise était désespérée, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Damien, mon chéri, mon bébé, tu nous les donneras, n'est-ce pas? Tu ne laisserais pas ta propre mère sans rien. Nous sommes une famille. Nous avons subvenu à tes besoins toute ta vie. J'ai baissé les yeux vers elle, la femme qui m'avait dit de mentir à mon meilleur ami. La femme qui m'avait laissé avec 20 $ de course pendant qu'elle buvait du champagne à Paris. J'ai lentement et délibérément retiré mes mains de son étreinte. Je n'ai pas encore décidé, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Et pour la toute première fois en 29 ans, j'ai vu la terreur absolue s'emparer du visage des membres de ma famille lorsqu'ils ont réalisé que je détenais toutes les cartes et qu'ils n'avaient absolument aucun pouvoir sur moi. Les retombées de cette réunion furent un véritable séisme. Dès l'instant où Jean-Marc Valois a refermé sa lourde mallette en cuir, m'a adressé un signe de tête respectueux et a franchi la porte d'entrée, le salon a sombré dans un chaos absolument incontrôlable. Sébastien faisait les 100 pas comme un animal en cage, passant ses mains agressivement dans ses cheveux parfaitement coiffés, marmonnant des articles de loi obscurs qui ne s'appliquaient absolument pas au droit des successions. Mon père, Charles, s'est dirigé droit vers le bar et s'est versé un grand verre de scotch coûteux. Il était 10h30 du matin.
Ses mains tremblaient si violemment que la lourde carafe de cristal s'est entrechoquée bruyamment contre le comptoir en verre. Ma mère, Hélène, sanglotait de manière hystérique sur le canapé, son maquillage de marque coulant sur son visage en traînées sombres, hurlant au plafond à quel point l'univers était injuste envers elle. « Damien, tu dois arranger ça tout de suite » a crié Charles en reposant brutalement son verre sur le comptoir en bois verni. « Tu vas appeler Jean-Marc à la seconde et lui dire que tu renonces à ce droit de veto ridicule. Tu vas nous promettre ces fonds par écrit. Je ne tolérerai pas que mon avenir financier soit dicté par un infirmier en soins palliatifs. » Je me suis assis calmement sur le bord du fauteuil. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Le rapport de force avait basculé si violemment que mon simple silence suffisait à les déstabiliser. Je ne renonce à rien, papa. Grand-père a pris sa décision. Vous avez vos instructions. Faites le travail, ou ne le faites pas. Il n'est pas sain d'esprit, a hurlé Sébastien, pointant un doigt furieux vers grand-père Édouard, qui était toujours assis confortablement dans son fauteuil à bascule, observant le spectacle avec un dégoût tranquille. Tu es complètement sénile. Tu détruis ta propre lignée pour une sympathie mal placée envers un nettoyeur de bassin de lit glorifié. Tu gâches nos vies. Grand-père Édouard s'est lentement levé. Il n'a même pas utilisé sa canne. Il a marché droit vers le centre de la pièce. La simple présence imposante de cet homme les a fait taire à nouveau. Il a plongé la main dans la poche intérieure de sa chemise en flanelle délavée et a sorti un petit carnet en cuir marron usé. Vous voulez savoir exactement pourquoi j'ai fait ça? La voix de grand-père était un grondement sourd et dangereux qui m'a donné des frissons dans le dos. Vous pensez que c'est soudain? Vous pensez que Damien m'a manipulé? Je vous observe, tous autant que vous êtes, depuis 10 misérables années. Il a ouvert le carnet. Les pages étaient remplies de haut en bas de sa petite écriture méticuleuse. Thanksgiving 2021, a lu grand-père à haute voix, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Vous vous êtes envolé pour les Caraïbes pour des vacances de luxe. Vous avez dit à Damien que j'étais gravement malade. J'avais une légère toux. Vous l'avez forcé à annuler un séjour en chalet qu'il avait payé, simplement pour ne pas avoir à embaucher un infirmier professionnel pendant 2 jours. Il a perdu son acompte. Vous ne lui avez pas remboursé un seul centime. Vous avez publié des photos sur la plage pendant qu'il me préparait de la soupe. Hélène a ouvert la bouche pour parler, cherchant désespérément une excuse, mais grand-père a levé la main, lui intimant le silence instantanément. Juillet 2023, Napa Valley, a poursuivi grand-père en tournant délibérément la page. Vous avez dépensé 12 000 $ en visites exclusives de vignobles. Vous avez laissé Damien derrière vous pour me conduire à un rendez-vous de cardiologie de 45 minutes. J'ai demandé à Charles pourquoi Damien n'était pas invité. Charles, tes mots exacts ont été « Damien ne s'intègre pas avec les clients du complexe, papa. Il est trop coincé. Il ne sait pas faire de réseau. » Vous avez laissé votre propre fils dans une grande maison sombre pendant une semaine pour ne pas avoir à le regarder. Charles a détourné le regard, fixant intensément le sol. Le scotch dans son verre oscillait alors que sa main tremblait. Et mai 2024, la voix de grand-père a claqué comme un fouet. Le mariage à Martha S. Vignard. Vous avez forcé Damien à rater le mariage de son meilleur ami pour que Sébastien puisse distribuer des cartes de visite à des banquiers de Wall Street. Vous l'avez obligé à mentir à son ami. Vous l'avez complètement humilié. Et j'étais assis là, à cette table, et je vous ai regardé détruire sa dignité morceau par morceau. Grand-père a refermé brusquement le carnet en cuir. Le bruit a fait sursauter ma mère. Vous voulez savoir pourquoi il obtient les 15 millions de $, a exigé grand-père. Parce que pendant que vous étiez occupé à essayer d'acheter votre place dans la haute société, Damien était le seul dans cette maison à se souvenir de ce que signifie être un être humain décent. Il obtient cet argent parce qu'il est le seul à le mériter réellement. Et franchement, je suis dégoûté de partager le même ADN que vous. Sébastien a ricané, le visage pâle et furieux, abandonnant tout semblant de respect. C'est mon argent, vieil homme. Je suis l'aîné des petits-fils. Je suis celui qui réussit. J'apporte du prestige au nom des Harrison. Tu voles mon avenir pour le donner à un raté pathétique. Je n'ai pas attendu d'entendre la suite de sa crise de colère. L'air dans la pièce était toxique, lourd de décennies de ressentiment tué et de cupidité brute. Je me suis levé, je suis passé devant ma famille comme s'ils étaient invisibles et je suis monté directement dans ma chambre d'enfant.
J'ai attrapé mon sac marin en toile délavée dans le placard et j'ai commencé à y jeter mes affaires. Blouse, jeans, quelques sweats à capuche, mes chaussures d'hôpital. Je n'avais pas besoin de grand-chose. J'avais mon compte bancaire, mon chèque de 5 000 $ du réveillon de Noël, et pour la première fois de ma vie, je possédais une liberté absolue et indéniable. Alors que je fermais la fermeture éclair du sac, j'ai entendu des pas précipités derrière moi. Hélène se tenait sur le seuil de ma chambre. Son visage était un masque d'effroi et de désespoir. La mère autoritaire et directive qui avait régenté ma vie avait complètement disparu, remplacée par une femme terrifiée réalisant que son distributeur automatique personnel venait de l'exclure. « Damien, s'il te plaît » a-t-elle chuchoté, entrant dans la pièce et tendant la main pour me toucher le bras. « Où vas-tu ? Tu ne peux pas partir comme ça maintenant. Nous devons nous asseoir en famille et élaborer une stratégie. Nous devons trouver comment gérer cette situation de fonds fiduciaire. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. » J'ai fait un pas en arrière, évitant son contact. J'ai jeté le lourd sac sur mon épaule. « Vous n'êtes pas ma famille, maman. Vous êtes juste des gens qui partagent mon ADN. Combien de temps vas-tu nous punir ?» a-t-elle hurlé, sa voix résonnant de manière aiguë dans le couloir. Nous t'avons tout donné. Nous t'avons logé. Nous t'avons élevé. Je me suis arrêté en haut des escaliers, la regardant avec un calme qui m'a surpris moi-même. Je ne vous punis pas, maman. Je me protège. Il y a une différence monumentale. Amuse-toi bien au centre de soins palliatifs. Pense à mettre des chaussures confortables. Je suis descendu, ignorant complètement Charles et Sébastien. J'ai serré chaleureusement grand-père Édouard dans mes bras, je lui ai dit que je l'appellerais tous les jours et j'ai franchi la porte d'entrée dans l'air glacial de l'hiver. J'ai jeté mon sac dans ma Civic cabossée, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de cette immense maison étouffante. Je n'ai pas regardé une seule fois dans le rétroviseur. Au cours des semaines suivantes, la détresse juridique de ma famille est devenue légendaire. J'ai appris plus tard par Jean-Marc Valois que Charles et Sébastien s'étaient lancés dans une croisade frénétique et coûteuse pour contester le testament. Ils ont engagé 3 avocats spécialisés différents à Stanford, payant plus de 2 000 $ uniquement en frais de consultation. Ils ont désespérément tenté de plaider l'abus de faiblesse, la fraude et le déclin mental. Chaque avocat qu'ils ont consulté a examiné les affidavits médicaux inattaquables, a regardé les documents de fiducie méticuleusement rédigés par Valois et leur a dit exactement la même chose dévastatrice, vous n'avez absolument aucun dossier. Si vous poursuivez, vous perdrez rapidement et vous serez tenu personnellement responsable des frais de justice massifs de la succession. Lorsqu'ils ont enfin compris qu'ils ne pouvaient pas utiliser la menace, l'intimidation ou les procès pour obtenir l'argent, ils se sont résignés à leur pire cauchemar. Ils devaient jouer mon jeu. Ils devaient avaler leur fierté, retrousser leurs manches et faire le travail. Je me suis installé dans ma nouvelle vie. J'ai encaissé le chèque de 5 000 $ et j'ai loué un appartement décent plus près de l'hôpital. J'ai continué mes gardes en soins palliatifs, mais le poids lourd et étouffant des attentes de ma famille avait complètement disparu. J'attendais. Je savais qu'ils essaieraient de simuler pour remplir les conditions, et j'étais pleinement préparé à les regarder échouer. Le rebondissement ne fut pas seulement qu'ils perdent l'argent. Le rebondissement fut que leur véritable et vilaine nature était sur le point d'être documentée et de m'être présentée sur un plateau d'argent. Observer ma famille tenter de feindre l'empathie et la compassion revenait exactement à regarder un requin essayer de manger une salade. C'était contre nature, incroyablement pénible à voir et entièrement motivé par des intérêts égoïstes. En raison des stipulations strictes du testament, Jean-Marc Valois exigeait qu'ils enregistrent leurs 200 heures de bénévolat dans des établissements de soins de fin de vie officiellement agréés. De plus, les directeurs d'établissements devaient soumettre des évaluations détaillées et confidentielles directement à mon équipe juridique chaque mois. En février, la première vague de rapports a commencé à arriver, et ils étaient plus pathétiques que tout ce que j'aurais pu imaginer. Sébastien, par pure rancune, a décidé de faire son bénévolat à la maison de retraite de Riverside, à quelques villes de là où je travaillais. Son rapport d'évaluation, rédigé par l'infirmière en chef, était particulièrement révélateur. Monsieur Harrison arrive exactement à l'heure et repart à la seconde même où sa garde se termine. Il refuse d'aider pour toute tâche impliquant des fluides corporels ou l'hygiène personnelle, invoquant le prix de ses vêtements de marque. Il a été surpris à plusieurs reprises en train de se plaindre auprès d'autres bénévoles qu'il n'était là que pour remplir une obligation légale afin d'obtenir son héritage.
Il ne montre aucun engagement authentique envers les patients en phase terminale et prend fréquemment des appels personnels pendant ses interactions avec eux. Ma mère Hélène a fait son bénévolat dans un centre de soins palliatifs de luxe beaucoup plus proche de son country club exclusif. Son rapport indiquait qu'elle passait 70% de son temps assise à la réception à faire défiler son téléphone. Lorsqu'elle interagissait avec les familles, elle passait tout son temps à pleurer sur l'épuisement que représentait pour elle cette charge émotionnelle, transformant l'expérience de deuil des autres en sa propre souffrance. Elle traitait le personnel infirmier comme ses domestiques personnels. Charles fut de loin le pire. Il a tenu exactement 3 semaines avant de tenter une manœuvre d'entreprise. Il a essayé de soudoyer la directrice de l'établissement avec un don caritatif de 10 000 $ en échange de la falsification de sa feuille de présence pour pouvoir rentrer chez lui. La directrice a été profondément offensée, a refusé le pot de vin et a signalé l'incident directement au cabinet de Monsieur Valois. Charles a été contraint de terminer ses heures sous une surveillance stricte. Mais le véritable rebondissement, l'effondrement absolu de leur parfaite façade de richesse, est venu d'une source totalement inattendue à la fin du mois de mars. Ma tante Sophie, la sœur aînée de Charles, m'a appelé à l'improviste. Elle avait toujours été le mouton noir de la famille Harrison parce qu'elle avait choisi d'être enseignante dans le public plutôt que de courir après la richesse des grandes entreprises. Elle était la seule à m'avoir jamais montré une gentillesse sincère. « Damien » a-t-elle dit au téléphone d'une voix basse et pressante. « Je dois te dire quelque chose au sujet de ton frère, quelque chose que Charles et Hélène cachent désespérément depuis plus d'1 an. » « De quoi s'agit-il » ai-je demandé, garant ma voiture sur le bas-côté de la route. « Sébastien n'est pas seulement cupide, Damien. Il est désespéré. Il a une dépendance massive et incontrôlable au jeu. Il fait du trading sur marge à haut risque et parie lourdement sur des sites de sport offshore. La Ferrari qu'il conduit est en leasing et il a 3 mois de retard sur les paiements. Il a plus de 400 000 $ de dettes cachées. La raison pour laquelle il se bat si férocement pour cet héritage n'est pas pour bâtir son avenir. C'est pour éviter que ses créanciers ne lui brisent les rotules. S'il n'obtient pas ce demi-million, il risque la faillite totale et la radiation du barreau. Cette révélation m'a frappé comme une douche froide. Le garçon en or, la superstar du barreau, n'était qu'un imposteur total. Il se noyait sous les dettes, projetant une image sans faille d'extrême richesse alors que sa vie entière reposait sur un château de cartes fragile. Et mes parents savaient. Ils savaient qu'il échouait lamentablement, et ils ont tout de même fait passer son image artificielle avant ma propre vie. En juin, ils avaient tous officiellement terminé leurs 200 heures de supplice. Ils ont soumis leurs lettres d'excuses manuscrites obligatoires au cabinet de Monsieur Valois. Je me suis rendu à Stanford, j'ai récupéré l'épais dossier et je me suis assis dans un coin tranquille d'un café pour les lire. Je m'attendais à de la manipulation, mais le niveau de manipulation psychologique était stupéfiant. La lettre de Sébastien, Damien, je t'écris pour m'excuser si tu t'es senti exclu par le passé. Ma carrière est extrêmement exigeante et j'ai simplement supposé que tu préférais rester à la maison plutôt que de participer à des événements sociaux très stressants. Je suis désolé que ma réussite t'ait fait te sentir inadéquat. J'ai hâte de recevoir les fonds afin que nous puissions laisser ce malheureux malentendu derrière nous. Ce n'était pas une excuse, mais une accusation. Je suis désolé que tu aies ressenti cela, le grand classique du manipulateur narcissique. La lettre d'Hélène faisait 4 pages décousues de chantage affectif, s'étendant longuement sur les 20 heures d'accouchement douloureux qu'elle avait subi pour me mettre au monde et expliquant que l'amour d'une mère est inconditionnel. Elle occultait complètement le fait qu'elle m'avait traité comme un moins que rien, se concentrant plutôt sur tout ce qu'elle avait sacrifié pour payer mes études. La lettre de Charles faisait exactement 3 phrases, « Damien, j'ai rempli les exigences légales comme demandé. J'attends le transfert de 500 000 $ sur mon compte d'ici la fin du trimestre fiscal. La famille reste la famille et nous devons aller de l'avant. » Nous avons assisté aux 4 séances de thérapie familiale obligatoire à l'automne. La thérapeute, le docteur Morel, était complètement dépassée par les événements. Elle s'efforçait de me pousser au pardon pour préserver l'harmonie familiale, ignorant complètement la prise d'otage financière qui se déroulait sous ses yeux. Lors de la dernière séance, Sébastien a fini par s'emporter contre elle en criant « Est-ce qu'on peut en finir avec ce baratin psychologique ? J'ai fait mes heures. Je veux mon foutu chèque. » J'ai assisté à tout cela dans un silence de plomb. Je les ai laissés creuser leur propre tombe. Enfin, le 2 janvier est arrivé à nouveau. Exactement 1 an après la première lecture du testament, nous nous sommes réunis dans la grande salle de conférence vitrée de Valois et Associés.
Ma famille s'est assise en face de moi. Ils avaient l'air épuisés, extrêmement anxieux et profondément imbus d'eux-mêmes. Les mains de Sébastien tremblaient de manière incontrôlable. Je savais exactement pourquoi maintenant, ses créanciers se rapprochaient. Jean-Marc Valois s'est assis en bout de table. Damien a examiné minutieusement les registres de bénévolat, les rapports de thérapie et les lettres d'excuses. Il a pris sa décision finale et juridiquement contraignante concernant le legs conditionnel. J'ai plongé la main dans ma sacoche en cuir. J'ai sorti une seule feuille d'imprimante proprement dactylographiée. Je l'ai fait glisser sur la table en acajou verni vers Charles. Charles s'en est emparé, ses yeux parcourant agressivement le texte. Son visage a perdu toute couleur. Il avait l'air sur le point de vomir sur la table. « Qu'est-ce que ça dit ?» a exigé Hélène en lui attrapant frénétiquement le bras. Charles a lâché le papier comme s'il l'avait brûlé. 0. Sébastien s'est jeté en avant, saisissant le document. « Quoi ? Tu as attribué $0 ? On a fait les heures. On a écrit les lettres. On est allé à cette thérapie débile. Vous avez fait exactement ce qui était requis sur le papier, ai-je dit, ma voix étrangement calme résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Mais vous ne l'avez pas fait par amour, par remords ou par désir de changer. Vous l'avez fait parce que vous étiez payé pour le faire. Vos lettres étaient remplies de manipulations psychologiques. Votre bénévolat était une insulte irrespectueuse. Et Sébastien, je sais tout sur tes dettes de jeu massives. Je sais pour la Ferrari en leasing. Tu n'es pas une réussite. Tu es un imposteur. Sébastien s'est figé, les yeux écarquillés par une panique pure et absolue. Il a regardé Charles, qui soudain ne pouvait plus croiser mon regard. Pendant 29 ans, vous m'avez donné le strict minimum, ai-je dit en me levant de mon fauteuil en cuir. Vous m'avez accordé la plus infime part de respect nécessaire pour que je continue à fonctionner comme votre domestique attitré. Alors aujourd'hui, je vous donne exactement ce que vous m'avez donné, rien. C'est complètement terminé entre nous. Ne me contactez plus jamais. Je suis sorti de la salle de conférence. Derrière moi, j'ai entendu Sébastien hurler. Le cri brut et viscéral d'un homme qui regarde tout son empire de mensonges s'effondrer. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée et j'ai souri. 6 mois plus tard, à la mi-juillet, la chaleur de l'été était lourde, étouffante et humide dans tout le Connecticut. J'ai garé ma voiture dans l'allée familière de la maison de grand-père Édouard. C'était un dimanche après-midi, une tradition tranquille que nous avions maintenue scrupuleusement depuis que la tempête de la succession s'était calmée. J'ai pris un bouquet frais et éclatant de chrysanthèmes blancs sur le siège passager, sa fleur préférée, et j'ai gravi les marches en briques du Porsche. Il était assis dans son fauteuil à bascule, exactement là où il se trouvait lors de ce fameux Noël, lisant un roman de poche usé. Il a levé les yeux au bruit de mes pas, son regard se plissant chaleureusement au coin. Pile à l'heure, Damien. Toujours, grand-père, ai-je répondu, lui tendant les fleurs et m'asseyant sur la chaise en osier en face de lui. J'avais embauché une excellente auxiliaire de vie privée pour passer le voir 3 fois par semaine. Il n'avait pas vraiment besoin d'aide physique, il était remarquablement sain et marchait encore 1 kilomètre par jour. Également, je voulais que quelqu'un soit là simplement pour lui tenir compagnie et s'assurer qu'il était en parfaite sécurité. Je la payais extrêmement bien directement de ma poche car, contrairement à mes parents, je comprends l'immense valeur des soignants professionnels. Alors, donne-moi des nouvelles, a dit grand-père en se penchant en avant, posant son livre sur la petite table d'appoint. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai déverrouillé. J'ai enfin signé pour l'appartement. J'ai fait défiler l'écran pour lui montrer la photo d'un magnifique appartement moderne de 2 chambres situé dans le centre-ville de Greenwich. Parquet au sol, immense baie vitrée donnant sur un parc verdoyant et luxuriant. Je l'avais payé entièrement en espèces. Pas d'hypothèque, pas de dette au-dessus de ma tête. Il est absolument magnifique, a-t-il dit en souriant doucement, étudiant l'écran. Tu fais toujours tes gardes à l'hôpital. 2 gardes par semaine, ai-je répondu en hochant la tête. Je ne pouvais pas abandonner complètement. C'est ce que je suis. L'héritage n'a pas changé ma vocation. Il m'a simplement donné la liberté absolue de l'exercer selon mes propres termes, sans me tuer à la tâche avec des heures supplémentaires. J'ai fait glisser vers la photo suivante de ma galerie. C'était une photo de moi et d'une belle femme en blouse bleu marine, riant ensemble devant les portes principales de l'hôpital. Voici Camille.
Elle est infirmière en réanimation. Nous avons commencé à sortir ensemble il y a environ 3 mois. Elle n'a encore absolument aucune idée pour l'argent. Nous partageons simplement l'addition lors de nos rendez-vous. Nous parlons de médecine et elle me traite comme si j'avais une réelle importance. Grand-père Harry, un rire profond et chaleureux qui a résonné sur le porche. Elle a l'air d'être quelqu'un de bien, Damien. Dis-le lui bientôt, cependant. L'honnêteté est la base de tout. Je le ferai. Je te le promets. J'ai rangé mon téléphone et j'ai fouillé dans ma sacoche. J'ai aussi apporté ceci pour te montrer. J'ai sorti 3 lettres officielles gaufrées de mon sac. Lorsque la succession a été complètement réglée, j'ai travaillé sans relâche avec Monsieur Valois pour finaliser le don caritatif de 3 millions de dollars à la Fondation nationale des soins palliatifs. Mais j'y ai ajouté une clause juridique stricte. Nous avons utilisé les fonds pour créer la bourse d'excellence Damien Harrison pour le personnel soignant. Nous venions d'attribuer notre première série de bourses d'études complètes à 10 étudiants en soins infirmiers qui souhaitaient spécifiquement se spécialiser dans l'accompagnement de fin de vie. Grand-père a sorti ses lunettes de sa poche et a lu les lettres de remerciement des étudiants. L'une d'elles venait d'une mère célibataire qui pouvait enfin s'offrir des études d'infirmière sans avoir accumulé 3 emplois. Une autre provenait d'un ancien ambulancier voulant orienter sa carrière vers les soins palliatifs. Il m'a rendu les lettres, les yeux brillants de larmes contenues. Tu as fait ce qu'il fallait, Damien. Pour tout. Tu as pris une arme et tu en as fait un bouclier pour les autres. Tu as eu des nouvelles d'eux. J'ai demandé doucement, regardant la pelouse bien tondue. Grand-père a secoué lentement la tête. Charles a essayé d'appeler une fois en avril. Je n'ai pas répondu. J'ai appris par ta tante Sophie que Sébastien a finalement dû se déclarer en faillite personnelle totale. Il a perdu la voiture de sport, a perdu son appartement de luxe et a été contraint de rejoindre un cabinet beaucoup plus modeste et moins cher à Boston pour échapper à ses créanciers. Il fait face à un important procès civil concernant ses dettes impayées. Hélène. Eh bien, Hélène est juste en colère contre la terre entière. Elle rejette la faute sur tout le monde sauf sur elle-même. J'ai pris une longue et profonde inspiration, laissant l'air chaud de l'été remplir mes poumons. Pour la toute première fois de ma vie, penser à mes parents et à mon frère ne provoquait pas un nœud d'anxiété douloureux dans ma poitrine. Il ne restait plus de colère brûlante. Il ne restait plus de profonde tristesse. Il n'y avait plus rien, une apathie complète et absolue. Et c'était le sentiment le plus incroyablement libérateur au monde. « Es-tu heureux, Damien ?» a demandé grand-père d'une voix basse, faisant écho à la question exacte qu'il m'avait posée par un sombre soir de décembre, 1 an et demi auparavant. J'ai posé mon regard sur lui, sur la maison paisible, sur la vie sereine que je m'étais construite à partir des cendres de leur cupidité. Oui, je le suis enfin. Il a tendu la main et a serré la mienne. Sa prise était fragile mais empreinte d'une immense force. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Que tu sois libre de leur ombre. Je suis rentré chez moi alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel du Connecticut de magnifiques traînées d'orange et de violet. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. C'était un SMS de Camille, je prépare des lasagnes maison ce soir. Apporte le vin. J'ai souri, tapant une réponse rapide, j'arrive. En m'arrêtant à un feu rouge, j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. L'homme qui me faisait face n'était pas la victime épuisée et abattue qui avait franchi la porte d'une maison vide à Noël. J'étais un homme qui connaissait sa valeur absolue. J'avais appris la leçon la plus difficile de toutes. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer, et on ne peut certainement pas acheter le respect, mais on peut tout à fait choisir de s'éloigner des personnes qui refusent de voir notre valeur. Parfois, s'éloigner est le choix le plus puissant que l'on puisse faire dans sa vie. Alors, à tous ceux qui écoutent cette histoire en ce moment et qui se sentent complètement invisibles au sein de leur propre famille, à tous ceux à qui l'on demande constamment de sacrifier leur propre bonheur, leur temps et leur santé mentale pour préserver la paix pendant que d'autres profitent égoïstement de leur bon cœur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre tranquillité d'esprit n'est pas le prix à payer pour faire partie d'une famille toxique. Vous ne devez pas votre vie, votre énergie ou votre avenir à des personnes qui ne vous apprécient que lorsque vous leur êtes utile. Fixez vos limites. Tenez bon. S'ils vous montrent qui ils sont réellement, croyez-les dès la première fois. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toutes.
Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure.